Sommes-nous là? Vous entendez-vous? J'en appelle à la régie tragédie. Est-ce que tu m'entends? Et oh! Alors comme vous pouvez voir, le temps que vous nous confirmiez pour le son, déjà bonsoir. Et comme vous pouvez le voir, je ne Salut. suis pas tout seul. C'est très bien, la régie tragédie est présente. Salut à toi Gabora. Donc comme je disais, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lucie. Coucou à toi. Coucou. Et Lucie qui était avec nous, si vous avez un peu de la feuille et que vous êtes un fidèle de Viens on en parle, qui était avec nous déjà sur une émission précédente et qui a répondu à l'appel que je fais à certaines d'entre vous, qui est si vous voulez participer, n'hésitez surtout pas. Lucie en est la preuve incarnée. On va laisser les gens encore un petit peu, je vérifie sur le chat, s'installer, arriver. Et puis, je vais peut-être laisser la joie à Lucie de me dire de quoi est-ce on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui Oula, t'a aujourd'hui, suffisamment motivé? on va parler série, bien sûr, Oui, parce que je crois que c'est l'occupation majeure de la plupart des gens qui sont chez eux actuellement. de beaucoup de monde. Donc, ouais, ça paraissait un bon sujet de discussion. Alors après, on a une petite série en commun dont on a vraiment très envie de parler, c'est Brooklyn Attention. Nine-Nine. Yes. Qui est donc une série américaine. J'ai plus la date de première diffusion, je sais plus si tu te rappelles, toi. Le début, alors aux États-Unis, ça a Ouais, commencé en 2000, 2000, oh là, je suis fatigué. 2013, 2013. Ouais, ouais, il me 2013. Et semblait que c'était aux alentours de 2010, chez nous mais avec ouais. Netflix, je sais plus. Mais ça, aux États-Unis, c'est 2013. Je Yes, c'est confirme ça, après revérification de mes quelques menus notes. Voilà. c'est ça. Et donc ouais, du coup, série plutôt assez, enfin finalement assez connue maintenant, je pense, Ouais, ça commence à avoir sa mais petite. ouais, qui gagnerait quand même à avoir un peu plus ses lettres de noblesse, on va dire, dans le série game. Ouais. Euh, et ouais, du coup, on va parler de ça. Entre autres, peut-être qu'on va parler d'autres choses, je ne sais pas. C'est probable, dès que tu as du public, de pouvoir un petit peu digresser. Brooklyn Nine-Nine, donc, est une série qui a commencé, comme Lucie me motivait à aller revérifier, en 2013. Ce qui est déjà assez intéressant, c'est que y a deux trucs centraux. Alors vous me direz dans toutes les séries, mais vous verrez quand même, c'est pas anodin. C'est l'équipe qui est derrière Brooklyn Nine-Nine et le casting sur lequel on va probablement pas mal s'épancher avec Lucie parce il est quand même plutôt exceptionnel. C'est un euphémisme. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une série qui a été créée par deux types qui s'appellent Dan Gour et Michael Schur, qui sont quand même des gars qui sont pas des vieux de la vieille et que c'est un petit microcosme parce que toute l'équipe de production et compagnie, c'est une équipe qu'on retrouve, excusez du peu, sur des trucs comme Parks and Recreation, The Office, sur 30 Rocks, sur énormément de séries comme ça, sciemment comiques ou en tout cas avec des tonalités humoristiques. Et les deux zigotos échappent pas à la règle parce que c'est quand même des crocadors en termes de pédigré. Je sais pas si tu les connais un petit peu. Gour, il est un petit peu plus. Dan Gour, il est un peu plus discret en règle générale. Ouais, Michael Schur plus, mais Ouais. Dan Gour, en tout cas, le nom me parle moins certainement que les séries qu'il a faites peuvent me parler, mais c'est vrai que ouais, Michael Schur avec The Office notamment, il était quand même Mm. assez, enfin, il a quand même été assez reconnu avec ça, quoi. Enfin, Ouais. je trouve en tout cas. Et- Mais par contre, moi, celui où vraiment, je l'ai kiffé, bon, au-delà de Brooklyn Nine-Nine, ouais. évidemment, c'est The Good Place. Oui, il a créé The The Good Good Place Place, également, parce que moi je j'ai pas super encore série, quoi. commencé. Ouais, j'ai pas encore commencé, Ouais. mais oui, c'est pour ça spontanément que j'ai oublié de la citer. Donc ouais, sacré CV, et aussi, je m'en voudrais beaucoup de pas la citer, Master of None, qui est une série avec Aziz Ansari.
Ouais, on m'en a parlé. Alors honnêtement, je l'ai pas regardée, mais Ouais. enfin, elle me tente bien. Elle est dans ma liste. Je pense que elle viendra bientôt. Elle viendra, comment dire, confinement faisant. Salut à toi, Fanny, Cactuceratops. Bah, écoute, pose-toi bien. On va dire de choses, je pense, qui sont assez familières. On était en train de parler de The Office, et là, la série du soir dont on va parler, c'est spécifiquement Brooklyn Nine-Nine. Donc voilà, on a un petit peu étalé le CV. Gabora qui nous dit la saison 2 est fantastique, rien que pour la façon dont c'est filmé. Oui, j'en dis pas plus, autant visuellement que sur le parti pris de la saison 2. Ce serait bête de gâcher pour ceux qui n'ont pas vu. Le seul défaut de cette série, c'est d'être en hiatus, parce que je pense que c'est en grande partie à cause de ça, mais ça a coïncidé avec les fameux scandales de Aziz Ansari, comme des Louis C.K. et autres, qui ont un peu défrayé la chronique sur certaines accusations, même si, alors attention pour les éventuels gens qui s'enflammeraient tout de suite en mode social justice warrior, je ne discrédite rien, c'est qu'il y a une présomption d'innocence pour Aziz Ansari, où c'était autrement plus flou et moins avéré que pour Louis C.K., les conditions pour lesquelles il aurait Mm. été accusé apparemment de harcèlement. Mais voilà, ça n'empêche rien. Laisser la justice faire son travail, comme diraient les inconnus à l'époque. Bref, salut à toi Sushi. Salut Sushi. On va continuer pour présenter un petit peu le bousin, série de 2013. Petite précision que tu as dû aussi vivre et souffrir dans ta chair, c'est que la série a été ça a un peu été un ascenseur émotionnel, parce qu'il y a eu pas mal d'interruptions depuis qu'elle a commencé à être diffusée. Je sais pas si jusqu'à quel point tu étais au courant ou pas d'ailleurs, je dis ça avec... Euh, Honnêtement, non. D'accord, eh ben Et en fait, sachant que moi, je l'ai mais bouffé tu l'as comme binge-watché. une... comme une barre chocolatée, j'avais pas pu pensionner une D'accord. marque. Mais ouais, non, honnêtement, j'ai pas eu vraiment l'occasion de m'épancher sur la durée et la manière dont elle a été diffusée. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai pas trop d'infos. Donc si t'en as. Bah écoute, je vais vaguement faire Magistral très rapidement. Donc c'est une série qui, à la base, qui avait commencé, ça je l'ignorais par contre, qui avait commencé avec uniquement 13 épisodes qui avaient été commandés sur sa première saison, et qui finalement, comme on sait, a terminé à 22, au travers grâce à l'époque à la Fox, qui ensuite a été, ça c'est, la collaboration s'est arrêtée en 2018, qui a pas si longtemps que ça, 2 ans, et au bout de 5 saisons, et qui a été immédiatement racheté le lendemain. C'est dire la fanbase et le fait que NBC, donc, qui a repris la chose, croyait au projet. Ça a commencé à diffuser de nouveau le 10 janvier 2019. Et en février, donc à la fin février, la série a été signée pour une 7e saison jusqu'au 6 février, là tout récemment, et renouvelée pour une 8e. Déjà, ça avait été signé en amont en novembre 2019. Donc voilà, c'est un peu... il y a eu pire, hein, évidemment, comme destin de série, mais déjà, c'est assez drôle de voir que ça n'a pas été simple. C'est quelque chose, alors je sais pas pour toi, et on rentrera pas dans les détails, évidemment, pour ceux qui vont découvrir la série, mais sur la saison 6, justement, ça se ressent vachement. On en parlait en off, moi j'ai trouvé, il y a un moment, j'étais assez en perte de repère, même s'il y a des trucs assez rigolos, on garde quand même l'ADN de la série, où je trouvais qu'au niveau du rythme, tu sentais que il y avait eu une resignature qui est passée par là, quoi. Ouais, alors après, effectivement, il y a un petit changement de rythme, mais je trouve que ça se tient globalement parce que euh, les piliers principaux qui font l'ingrédient de la série sont plus ou moins là. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste une série, alors à tort ou à raison, hein, parce qu'il y a des gens à qui ça plaît pas du tout, Ouais. qui a une espèce de pattern comme ça d'écriture qui est assez marqué Mm, finalement. Enfin, en fait, à chaque fois, l'introduction de l'épisode, c'est un gimmick. Et tout le fil de l'épisode ne suit pas forcément cette introduction. Et c'était ça aussi qui faisait un peu le sel du truc. oui. Là, c'est vrai qu'on le retrouve moins, par exemple. Et même dans la manière dont les épisodes s'écrivent par rapport à une trame principale ou quoi, c'est vrai qu'il y a quand même des petits changements de ce point de vue-là. Pas choquant,
Mais c'est vrai qu'on les sent un peu quand même. Moi personnellement, alors j'ai pas encore fini parce que je me suis gardé quelques épisodes, tu sais, pour les moments un peu down de ce confinement. Je me suis gardé quelques épisodes sous le pied dans la saison 6 sur Netflix. Et globalement, pour le moment, ça va. J'ai pas une grosse déception non plus, mais c'est vrai qu'il y a un petit... Ouais, reprise de marque. Je sais Mm, pas, mm, mm. quelque chose de cet ordre-là. Ça casse pas complètement Tu- la série, mais Ouais. Tu, on sent qu'il y a un petit besoin tu de se remets pas tout remettre de en route, quoi. suite. Ouais, c'est ça, tu remets pas tout de suite tes chaussons par rapport aux épisodes précédents où t'as Ouais. l'impression que tu les as. Bon, après, on est des mauvais exemples parce qu'on a, comme beaucoup de monde, je pense, qui ont découvert la série avec Netflix, qui a, pardon, découvert la série avec Netflix, on a pas mal rushé dès la Mm. découverte. D'ailleurs, je suis admiratif de ton courage de t'en garder sous le coude parce que moi, j'aurais clairement pas eu. Alors, finalement, on tourne un peu autour du pot. Salut à toi, Yeti. On n'a pas dit vraiment concrètement ce que c'est quoi Brooklyn Nine-Nine avec tous ces gens en photo là, qu'on monte depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux te lancer sur le pitch peut-être? Sans trop en dire. Oui. Oh, ça en devrait s'en sortir. Donc Brooklyn Nine-Nine, c'est une série comme pas mal de séries américaines où on se retrouve très souvent avec les mêmes, pas à huis clos, mais avec les mêmes environnements. Et Mm. globalement, ça se passe en grande partie dans un poste de police, Ouais, donc du 99e district de New York. Avec quelques personnages non moins emblématiques c'est ça. les uns que les autres. Le personnage principal, on va dire, en tout cas celui qu'on suit le plus dans les trames narratives, c'est du coup celui qui est joué par Adam Sandberg, qui Ouais, s'appelle Jack Peralta. Et donc ce personnage, dès le début, voilà, on sent bien que c'est pas le mec qui a inventé l'eau chaude, mais en tout cas, il a ce côté très potage qui est vraiment très sympa. ouais. Et Bon, on va attachant. pas rentrer dans les détails tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Il est attachant. Au début, il te tient un peu genre, euh, ce mec est une blague. Et après, tu Oui, fais, ce mec est une blague. c'est ça. Et voilà, c'est ce côté un peu fort de la série aussi, on y reviendra, mais de présenter des personnages qui sont à la fois caricaturaux et en même temps, c'est les mêmes faiblesses de ces personnages-là qui fait que tu finis par Ouais. t'y attacher, et c'est ça qui est plutôt très cool. T'as Donc vraiment voilà, lâché le mot, je trouve. C'est la caricature qui finalement te prend à chaque fois par surprise. Alors si on devait le résumer très rapidement, je dirais, je m'en veux un peu du terme péjoratif, mais c'est un peu un Bruce Willis dans la série des Die Hard, mais en mode un peu attardé. D'ailleurs, c'est un fanboy absolu du film, de la trilogie et au-delà. Et on se dit, comme tu l'expliquais très bien avant, ouais, et finalement, ouais, en fait, ça passe. ouais, c'est ce côté un petit peu le teubé du fond de la classe, mais en fait, tu l'aimes bien, tu vois. C'est genre au début, t'as envie de lui lancer des boulettes en papier. Et après, tu le trouves plutôt cool, quoi. Et bon, globalement, il est quand même un peu moins concon au fur et à Clairement. mesure de la série aussi, Ouais, quoi. Mais ça se voit assez vite. ouais. Mm. Et donc voilà, globalement, la plupart des trames narratives tournent autour de ce personnage-là, en tout cas les plus importantes, celles qu'on retrouve des fois en fil rouge, Mm. notamment avec ah ça y est, Black, j'ai oublié son nom, avec Doug Judy. Ah bah, c'est Euh, très drôle que tu dis ça, parce que, vas-y, je t'en prie, hein, perds pas le film, mais vas-y. Doug Judy, donc qui est joué par alors moi j'ai repris le nom hein, des acteurs parce que je me souviens absolument pas de tous C'est les noms, Craig par quelque chose. Craig C'est Robinson. ça. Qui Craig joue Daryl Robinson, dans The donc, Office, pour ceux qui c'est connaissent. ça, qui est un second couteau, on va dire, quand même Mm. assez prisé dans les séries, je Oui, trouve, et plutôt très cool. Enfin, moi, en tout cas, c'est un acteur que j'aime bien. ouais, Donc, ouais, il y a des trames narratives, en tout cas, avec ce personnage principal qui sont vraiment sympas, donc Jack Peralta. ouais. Voilà, et donc pour reprendre quand même le fil de l'histoire, dans ce 99e district, globalement, les choses se passent
plutôt bien. La vie suit son cours et il y a voilà, des petites péripéties qui se mettent en place dans le poste de police, des petites intrigues pseudo-amoureuses ou pas, des histoires de casse récurrents tous les Halloween, des trucs complètement loufoques. Et donc, globalement, en fait, on suit l'activité de tous les personnages qui sont, je trouve, traités d'une manière assez égale finalement, même si Jake Peralta, c'est quand même le personnage principal parce qu'on le voit le plus. Les personnages un peu plus secondaires le sont pas tant que ça, et c'est ça qui est quand même assez appréciable aussi, c'est que on n'a pas l'impression de mettre véritablement au second plan le lore personnel des personnages secondaires, comme ça peut être le cas des fois où certains sont un peu en dessous au niveau de leur histoire, quoi. Ouais. Donc voilà, globalement, c'est un peu un prétexte pour toutes les conneries possibles, puisque évidemment, ils vont aller enquêter sur le terrain, ils vont aller faire des arrestations, ils vont faire aussi des choses entre eux, mais il y a toujours un rapport finalement professionnel ou semi-professionnel avec un peu plus de personnel de temps en temps, selon les histoires de chaque épisode. C'est un peu un centre aéré, mais ça reste toujours, tu vois très rapidement que ça reste quand même des pros, quoi. Et donc tu as un rythme où en général tu vas avoir, si vraiment tu devais faire un peu l'anatomie d'un épisode, tu as une scène d'exposition un peu rigolote avec, comme tu disais très bien tout à l'heure, le fil rouge ou pas de l'épisode, l'ensemble de l'épisode avec des alternances en fonction des différents personnages et l'intrigue sur laquelle ils sont. Et très souvent justement l'intrigue va être soit alternée entre légère et plutôt sérieuse, et souvent avec une ou plusieurs enquêtes en parallèle qui vont se résoudre et qui montrent quand même que au-delà de leur côté un peu guignolo, ça reste des cracks mine de rien, et surtout que leur équipe fonctionne bien, quoi. Voilà. C'est ça. Ou mal sur certains épisodes dans le côté très familial où il faut un peu... Voilà. C'est un peu le groupe de potes où genre bon voilà, il y en a qui sont un peu moins, voilà. Ouais, qui commence par jouer, quoi. dont un qui a le nom d'un titre d'un réalisateur fameux et l'autre le nom d'une actrice qui jouait une agent du FBI. Ouais, du coup, on va peut-être pouvoir commencer à présenter les autres personnages. Allez. Justement, je m'en veux parce que au-delà de la blague sur, mais on y reviendra, je trouverai une petite illustration, mais je n'ai pas pensé à mettre un visuel où ils apparaissent, Hitchcock et Scully, mais on y reviendra après parce qu'ils sont quand même un petit peu plus secondaires, même si un peu plus mis en avant sur les 2-3 dernières saisons. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Non, t'inquiète. Par qui commencer? C'est ça qui est dur en vrai. Alors, je sais pas si, du coup, il y en a qui ont regardé la série ou pas. Je sais pas adresse au chat. Adresse au chat. Est-ce que vous avez vu la série? Je pense qu'il y a au moins, à vue de nez, sur les habitués que je reconnais, il y en a moins. Gabora qui me dit qu'il avait vu les 3 premiers épisodes, qui n'avait pas réussi à accrocher. C'est très intéressant parce qu'on y... Bon, on va voir cette discussion. On va la voir. On va la voir, mais on va la garder pour la fin. Elle est tout à gauche sur la photo. Ouais. Gina Linetti. Ouais, tout à fait. On y reviendra après. Babar, pareil, qui n'a vu que 2-3. C'est drôle, hein, c'est vraiment un symptôme. C'est symptomatique de cette série. Hein. Je pense que ça explique ce que tu disais au début, que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde dessus. Mais et Sushi, par contre, Sushi et Getty qui ont vu les 2 premières saisons. Bon, c'est déjà. Oui, donc déjà, il y en a qui savent de quoi on parle. Ils sont un peu plus acquis à la cause. Alors, sur qui se porte ton dévolu? Eh bien, moi, je vais commencer par mon préf, et vous pouvez déjà dire lequel est votre préféré dans le chat. Mais moi, mon petit chouchou, ça reste le Capitaine Holt. Pour la simple et bonne raison que je pense que j'ai rarement vu un personnage aussi pince sans rire qui tient dans le temps. C'est-à-dire que des fois, on tombe sur des personnages qui sont vaguement austères et puis au final qui se dérident très facilement et qui ne sont pas tant que ça. Alors que lui, il a vraiment ce côté psychorigide parfaitement ancré dans sa personnalité que je trouve absolument merveilleuse. Enfin, et le mec qui le joue, alors j'ai pas le nom de l'acteur en tête, c'est André Brouwer. Ouais, c'est ça. Mais cet acteur,
Franchement, c'était. Alors, je l'ai pas reconnu. Peut-être il a joué dans des choses que j'ai déjà vues, mais là, comme ça, je le remets pas. Ouais. Mais vraiment, cet acteur-là, je me suis dit, putain, mais que faisiez-vous avant? Parce qu'il a quand même un certain âge, quoi. Donc, Il y a ça, mais après sur je dirais beaucoup plus basique. Et ce qui m'a étonné pour avoir vérifié quand même sa carrière, c'est que je m'attendais à ce que ce soit vraiment un mec qui a eu une très longue carrière dans le théâtre, parce qu'il a une posture, il a une diction, ouais. et en réalité pas tant. Il a commencé en fin des années 80, et il est resté essentiellement entre Cinoche et télé, mais comme tu le dis, assez discret. Ouais, ça m'étonne pas tant que ça, parce que, après, je connais pas le bonhomme dans la vraie vie, hein, mais de ce que je perçois de l'acteur, il a l'air quand même d'être assez carré. Donc, c'est vrai que ça m'étonnerait pas non plus qu'il soit issu du théâtre, Mm. rien que par sa technique, Ah, c'est effectivement, comme dingue, tu hein. dis, Ouais. vocale. Mais c'est ça, enfin, moi qui m'avait marqué d'entrée de jeu, c'est son timbre de voix, quoi. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose chez lui qui est hyper prenant dans ce timbre-là. Ouais. Et en fait, genre, tu le vois arriver, il n'a pas besoin de t'en faire des caisses. Le mec arrive, il est là, Il il se crève passe l'écran. 10 secondes, ça fait OK. Ouais, ouais, Bonjour, bah, monsieur. je dis monsieur. Et Oui, ce qui est très fort, alors j'anticipe peut-être un petit peu sur les autres qualités que tu voulais. Alors il faut savoir que c'est le capitaine, donc il se retrouve dès le premier épisode nommé à la tête de ce 99e district, enfin comment dire, de New York, et bah, un petit peu avec un côté très carré, là où son prédécesseur, on l'apprend assez vite, était beaucoup plus laxiste, on va dire, et était même le bon copain à jouer pendant les Olympiades et les conneries, le côté un peu garderie avec ses propres subalternes. Et là, lui arrive et change complètement la donne pour le malheur et le bonheur de certains. Voilà, on va dire ça comme ça. Et surtout, c'est que il y a sa présence donc qui crève l'écran comme tu l'as très bien dit, et qui est parfaite quand à l'inverse il a un comportement qui est inattendu, plus excentrique, on va dire. ouais, c'est ça. En fait, Et ouais, c'est exactement ce pourquoi j'adore ce personnage. Alors déjà, d'entrée de jeu, comme je disais, il a une prestance qui fait que tu tu peux pas ne pas ressentir quelque chose pour ce personnage-là. C'est-à-dire que soit tu l'aimes pas, soit tu l'aimes, ouais, mais en général, tu le respectes, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que effectivement, alors déjà par contraste avec Jake Peralta, qui est juste un gros bouffon benet, lui ressort encore plus, et il fait aussi ressortir la bouffonnerie de l'autre, quoi. Et ouais, c'est c'est ça qui ça. est, c'est ça qui est assez drôle. Et c'est vrai que lui-même, vis-à-vis de son personnage, euh, il y a une construction. Et comme le disait quelqu'un dans le chat, c'était qui disait ça, Yetsati, qui disait le, que cet acteur-là, il joue sur le cliché du capitaine noir, en le cassant, mais en l'approfondissant aussi. C'est-à-dire que finalement, ça joue avec cette ambivalence du cliché de l'homme noir dans la Ouais, police, quoi. C'est-à-dire soit le bon flic, soit le mec qui, qui voilà, meurt bon, à la c'est juste un troisième saison. rescapé, tu vois, genre, et t'as celui qui veut enfin, c'est souvent représenté comme ça, on va pas se Ouais, mentir, hein. ouais, ouais. Le mec qui veut s'en sortir, genre en mode, non, mais moi je vais m'élever au-dessus de mes compères, voilà, qui sont noirs aussi, qui sont issus peut-être de quartiers défavorisés. C'est souvent ça, et là, pas du tout. Le mec, il est pas du tout issu d'une famille défavorisée, au Ouais, contraire, oui, oui. plutôt très huppé. Et voilà, il y a quelque chose en lui de déjà intéressant de ce point de vue-là, sans en faire trop non plus. C'est-à-dire qu'il ne pète pas plus haut que ses fesses, mais par contre, il a ce côté très guindé, très froid Ouais, et, et procédurier. Et voilà, vraiment, c'est genre, le mec, il est dans une boîte et en même temps, dans le fil de l'histoire, il en vient à développer finalement des petits traits en s'inspirant des autres autour de lui, de comprendre finalement les relations sociales. Je crois que c'est celui qui, avec Rosa, a le plus de mal
à être véritablement dans un groupe Ouais. et à s'inscrire dans les relations sociales de groupe, quoi. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que il y a Si des on moments où, exclut Hitchcock et Scully, mais eux c'est un autre délire, là, leur façon à ne pas... ouais, Parce que eux, on pourrait ils sont juger juste que c'est eux perchés, quoi. qui sont inadaptés, entre guillemets. Ouais. Oui, bon, on va dire qu'ils n'ont pas été diagnostiqués, mais il y a peut-être quelque chose de, voilà, un peu particulier chez eux, quoi. Ouais. C'est pas de leur faute. Bon, Alors, c'est joliment dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, oui, comment dire, Getty t'emboîtait le pas concernant le capitaine Holt. Et on a aussi Terry Crews qui est un peu dans les esprits parce que c'est toujours un peu un même vivant, ce type-là. Donc on y reviendra après. Qui incarne, lui, le lieutenant... Jefford, c'est ça? Terry Jefford, je crois, si je me souviens ouais, bien. Terry, ouais. Et c'est son nom de famille, en fait, qui me donne un doute. Et bah, peut-être on peut peut-être enchaîner justement avec lui, parce que c'est justement subalterne direct, c'est lui qui est juste en dessous. Et c'est intéressant parce que lui, il a une position, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, mais qui est ni pour ni contre. C'est-à-dire, il est très heureux d'avoir quelqu'un qui gère de manière très carrée les choses, que ça lui convient dans son fonctionnement, et ça lui permet, un peu comme dans un couple parental, d'arriver à tenir l'équipe sans trop galérer, et que les deux ont la même opinion. Et d'un autre côté, il y a des épisodes où il lui reproche aussi sa rigidité. Je me souviens, alors sans trop spoiler, d'un épisode où le Captain Holt va commencer à expérimenter au sein de sa propre équipe, et va lui faire, enfin voilà, c'est pas des rats de laboratoire, Oui, faut oui, travailler avec eux comme ils des humains, expérimentent. voilà. Ouais. Et voilà, donc il est assez intéressant. Et lui, alors chacun, on va dire, a on va dire comment dire ça, c'est pas l'avatar le mot que je cherche, son archétype cliché. Si on résume, donc pour le Captain Holt, on a dit une grande partie. Il y en a une autre, je le laisse, comme on dit, je pose ça là parce qu'on y reviendra probablement, et j'ai presque envie de dire certainement plus tard. C'est que le Captain Holt est directement présenté sans embâche comme étant gay, et que ça fait aussi partie de sa motivation à être irréprochable. C'est un peu le syndrome de, si on se place du point de vue oppressif, c'est un peu le syndrome de, bah dis donc, t'es noir, t'es gay, tu cumules. Donc il sait Bah, c'est un peu le que, syndrome de voilà. l'imposteur, mais en version voilà, genrée et Ouais. sexualisée. Et voilà, c'est plus que l'imposteur en mode j'ai pas de raison d'être là, c'est plus j'ai besoin de faire ma place en étant Ouais. complètement adapté à ce que je veux faire et donc en étant hyper rigide, quoi, finalement. C'est ça, ouais. Après, pour syndrome d'imposteur, je sais même pas, parce qu'il est tellement carré et sûr de lui par aspect, il est conscient en fait de tout ça, des limites, il sait simplement qu'il sait vraiment qu'il doit être irréprochable, et que là où les gens n'ont, entre guillemets, pas le droit à l'erreur, lui non seulement il a pas le droit à l'erreur, et en plus il doit avoir un ou deux coups d'avance sur toute situation. Donc ça continue de parler effectivement beaucoup de Terry Crews, sur lequel on va enchaîner. Alors lui, c'est encore une fois un contraste, hein. Malgré, on va dire, entre guillemets, son physique, si on joue vraiment le cliché jusqu'au bout, c'est un type qui est, c'est le, comment dire, c'est le papa, c'est le papa aux petits soins de l'équipe, on va dire, comme il l'est avec sa propre famille. C'est ce que j'allais dire papa poule, mais j'aime pas cette expression-là, parce que tu vois, si on veut lutter contre les clichés genrés, justement, bon, on peut le dire peut-être pour le côté couvreur, peut-être de Terry Crews. Et bah justement, je mettais un petit peu des gifs emblématiques des personnages. Tu parlais un petit peu de gimmick tout à l'heure. Bah lui, il en est pas exempt. Il a son fameux, alors je m'éloigne un peu du micro pour pas se saturer, le fameux Why, voilà, qui lâche à chaque situation assez dès qu'il est en confrontation avec des cassos, c'est-à-dire souvent dans l'équipe. Et lui, voilà, il jongle. Ses deux centres d'intérêt, c'est qu'il a deux familles. C'est-à-dire, c'est le seul de l'équipe à vraiment avoir, entre guillemets, une famille constituée au sens, je dirais, comment dire ça, je dirais normée. En gros, c'est une compagne, bon, ça aurait pu être un compagnon, mais une compagne et des enfants, là où les autres peuvent avoir effectivement une vie plus ou moins familiale, mais n'ont pas forcément d'enfants, ou alors on les évoque, c'est pas central. Et donc il alterne, il est toujours dans cette préoccupation et ce physique de colosse et cette fragilité par rapport justement à son statut de parent, quoi.
Mais d'ailleurs, le personnage, parce que tu parlais tout à l'heure de l'ambivalence finalement Ouais, un peu du personnage qui se place entre deux eaux, quoi, entre le papa c'est et ça. le personnage aussi qui joue sur le physique. Mm, Puisque enfin, ça reste quand même une de ses préoccupations premières dans pas mal d'épisodes, mm, c'est son poids, son assurance physique et voilà, et tout ce à quoi ça peut ramener. Et c'est vrai que ce personnage-là est aussi intéressant parce qu'au début, on ne sait pas trop bien justement sur quel plan il va se placer ouais, l'un par rapport à l'autre. Et en fait, on voit que finalement, ces deux aspects-là, ils se dissolvent pas mal. mm, Et ça, je trouve que c'est assez intéressant pour un personnage qui est quand même très caricatural physiquement. ouais. Donc en fait, d'entrée de jeu, on se dit ok, bon bah c'est le mec, il va toujours mettre en valeur sa force physique. Effectivement, ça revient de temps en temps. Et en fait, comme disait encore Yetsati, ce côté un peu physique fort et très imposant vient beaucoup contraster avec euh, une grosse sensibilité en fait qui est assez intéressante dans le personnage Mm. et finalement ça le rend aussi assez touchant parce que c'est pas le genre de personnage qu'on voit si souvent que ça, je Mm. trouve, quoi. Cet aspect vraiment paternel, euh, euh, presque viscéral, quoi. C'est-à-dire, il ne peut pas s'empêcher d'être un papa, quoi. Ouais. C'est vraiment lui. Et ça, je trouve que c'est assez touchant, en tout Oui, cas, c'est dans ce touchant personnage. et surtout c'est amené parce que c'est pas la première fois qu'on a des personnages comme ça, mais c'est comme la plupart des personnages, c'est leur alchimie qui fait le succès, c'est amené de manière très subtile. On a effectivement, ok, c'est l'archétype du gros nounours, on sent la potentialité de la puissance, mais en même temps très souvent ce côté cette armure de muscles. D'ailleurs, Yeti nous reprécisait en détaillant qu'il avait fait une intervention sur le harcèlement sexuel, bah, il y a quelque chose où tu sens que ça l'a... je crois que j'avais vu une autre interview où il parlait de ça également, de harcèlement, je crois pas sexuel sur lui, enfin je sais plus, j'ai un vague doute, mais tu sens que ça se télescope avec vraiment avec son personnage et sa vie, sa vie civile, on va dire ça comme ça. Comme Euh, beaucoup de personnages, d'ailleurs, hein. oui, oui, On, oui, je on y pense. reviendra peut-être, mais Je il y a pense. beaucoup de personnages dont la vie vient finalement en miroir de leur personnage, alors que ce soit physiquement, par Ouais, exemple, pour ceux qui tombent enceintes, et celles, pas celles, je ne sais pas, qui tombent enceintes. Et c'est vrai que ce côté-là aussi est assez intéressant de prendre en compte finalement un petit peu la personnalité et les orientations de vie des personnes physiques avec leurs personnages ouais. est assez intéressante. Ouais, ouais, tout à fait. Un coucou à toi, Milenias, bienvenue dans le Salut chat. Milléniaux Et en l'occurrence, bah, est-ce qu'on et grand continue Babar le... aussi. Je crois que Babar est là en mode secret depuis presque le début. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu voulais continuer sur un autre personnage dans la grande... Eh bien, allons-y, Allez, allons-y. Alors, qui est-ce qu'on pourrait prendre après? Donc, on a fait donc Jake Peralta, qui est tout à droite pour ceux qui découvrent Jake. avec nous. Terry Crews, enfin le personnage de Terry tout à gauche, juste avant Gina, qu'on laissera vraiment pour la fin. Allez, moi parce que pour l'instant on est plutôt sur des modèles. Je passerai bien sur comment s'appelle-t-il ce cher ami, ce cher Charles Boyle. Charles Boyle. Alors Charles Boyle, c'est un peu, c'est peut-être l'exception dans le lot si on accepte évidemment si on exclut pardon Hitchcock et Scully dont on parlera beaucoup plus tard, c'est le perso cringe en fait du lot, mais vraiment explicitement cringe hein, parce qu'il y en a qui se peuvent être par aspect un peu malaisant, donc c'est celui qui est entre le capitaine et le personnage de Terry donc et qui alors
il tranche un peu parce que déjà, si on continue sur les clichés, hein, on va pas faire le disclaimer à chaque fois, on vous décrit vraiment les clichés qui sont utilisés. Déjà, physiquement, il dénote un peu. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire, on va dire que le personnage de Jake, c'est pas un athlète, et au contraire, on blague souvent là-dessus, mais lui est petit, un peu trapu, enfin voilà, il a pas le look, si on est vraiment en mode cliché, qu'on pourrait se dire du détective ou du flic en règle générale. Donc déjà, il y a ça qui tranche, et puis surtout, il a une relation, on va dire, homo-érotique avec Jake dans le fantasme, hein. C'est jamais on va dire, il n'y a jamais de passage à l'acte, où il est extrêmement sur son dos, sur sa vie privée. Alors si vous croyez que les personnages de Friends ou de How I Met Your Mother étaient intrusifs les uns avec les autres, alors là, ça dépasse tout ce que vous imaginiez. Donc, En fait, si le mec le connaissait pas vraiment, Jack, on pourrait penser que c'est véritablement un psychopathe, quoi. ouais, c'est C'est-à-dire ça. que C'est c'est ça. le mec qui va rester sous ta fenêtre pour vérifier si ton date se passe bien, tu vois. Genre, Voilà. Voilà, complètement. Complètement. Et puis il a un regard, l'acteur Joe Lo Truglio, il a un regard assez perçant. Donc ça joue sur son côté, quand il est un peu en mode inquiétant, ou qu'il te sort des trucs super cringe, d'un air totalement détendu. Donc voilà, il tranche un peu. C'est un ressort comique qui fonctionne très très bien. Moi je crois qu'il y a une des répliques qui encore aujourd'hui continue de me faire pleurer de rire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une situation qui fait que Jake à un moment se retrouve, je crois il y a un seau d'eau ou un truc qui lui tombe dessus, ou qui pourrait laisser penser qu'il est pas très propre ou je sais pas quoi, et il se retrouve dans le bureau du capitaine, et il est donc Jake est avec Charles, et Charles dit au capitaine, mais vous en faites pas, vous pourriez manger votre petit déjeuner sur son torse, et t'as Hulk qui lui fait why the hell would I do that, il lui fait mais pourquoi diable est-ce que j'irais faire ça. Il a toujours des métaphores comme ça, des trucs, il se rend pas compte, mais c'est entre, comme dirait l'autre, c'est que de l'amour, et c'est ça le problème, c'est que il a ce côté entre guillemets inadapté, où il a tellement pas de limites dans la relation à l'autre, que ça en devient des fois malaisant, quoi, mais toujours très drôle. ouais, ouais, il y a une érotisation de Jack qui est totale, quoi. Ouais, C'est-à-dire que enfin, en fait, il en vient à prendre ses besoins comme les siens c'est ça. et en même temps à se mettre dans le rôle de sa potentielle femme aussi, tu vois. C'est genre, il y a quelque chose presque de, je sais pas, oedipien, je sais pas trop dire en fait, Ouais, c'est ça assez dépasse, ouais, bizarre. c'est quand même un peu délirant, quoi. Il y a un moment, ça dépasse de l'espèce. C'est-à-dire que pour lui, vraiment pour enfoncer le clou, et je pense qu'on aura à peu près fait le tour pour Charles, c'est que Jake, c'est la meilleure version qu'il n'a jamais été, qui sera jamais. Et donc c'est un Ouais, truc ouais, très c'est bizarre ça. parce qu'il se laisse quand même exister. Il a des moments de grâce, il a enfin plus de disgrâce que de grâce en général. Mais ouais, c'est vraiment, c'est un peu le personnage de Job, quoi. Il lui arrive toutes les merdes du monde. Enfin, on vous donne pas de détails, mais c'est justement, on parlait de métaphore homo-érotique. Au niveau de la virilité, alors c'est pas en mode moqueur, mais il en prend un coup parce que et c'est jamais cliché dégueulasse, parce que en fait il se fout lui-même dans la merde, donc il y a un truc de te dire mais c'est pas possible gars, enfin réfléchis, c'est pas possible de te mettre Oui, oui. autant, voilà. Je pense que tu vois les nombreuses références que je peux faire qui renvoient à ça. Il y a Cactuceratops, il y a Et d'ailleurs, pardon, personne vas-y ne je t'en prie. j'allais dire, et d'ailleurs, personne ne le prend lui-même au sérieux comme Oui, étant un potentiel euh, agent de sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, il est complètement asexué ouais, pour la plupart des gens, et en même temps, il est hyper cringe au niveau sexuel avec tout le monde. voilà. Du coup, t'es là, enfin avec tout le monde, surtout Jake, mais voilà, en fait, c'est hyper ambivalent et c'est ça qui est extrêmement drôle, qui donne lieu à beaucoup, beaucoup de Ouais, blagues, quoi. complètement. En tout cas, il y a de la ref dans le chat. Il y a notamment Cactuceratops qui nous dit mais est-ce qu'il apporte une trompette bleue pour le date? Non, effectivement. How I Met Your Mother, J'ai... Ah oui, j'écris ton d'accord, nom. ok, c'est bon, Mais je l'avais pas. je crois que c'est un corps d'ailleurs. Je crois pas que ce soit une trompette, j'ai un vague doute. Mais en tout cas, oui, dans le genre cringe, c'est pas mal ça aussi. Donc Yeti qui nous dit peut-être
fait. Ah oui, en référence à Terry, excuse-moi. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ça nous permet peut-être de faire une transition vers un autre personnage. On parlait du côté cringe avec Jack, mais il y a un autre personnage avec qui il est excessivement cringe, qui n'est pas un homme, au début de Qui la est une série. femme. Voilà, qui Qui est est une une femme en femme. l'occurrence. Et un personnage pareil que j'apprécie beaucoup parce que Ouais, ça, voilà, ça surfe un peu sur un vague cliché, mais sans l'être vraiment. ouais. C'est donc Rosa, le personnage de Rosa qui est tout à droite, Rosa, Rosa, Rosa. qui a des admirateurs secrets parce que C'est en ça. fait, Rosa, c'est une femme de poigne. C'est une femme qui en impose, Mm. qui a des balls, comme diraient certains, et, Elle a surtout des et couteaux dans sa chaussette. qui... Personnellement, qui ça me en a... dissuaderait plus que ses balls. Franchement, ouais, franchement, c'est... Effectivement, t'as pas trop envie de la déshabiller pour Ah non, éventuellement trouver un arsenal de guerre carrément. sous ses vêtements, quoi. Mais c'est pareil. En fait, de la même manière que Holt peut se dévergonder un peu, en Mm. fait, elle est extrêmement... euh, en fait, elle serait presque pas sociopathe, mais elle a ce côté comme ça où elle, Sa elle ne ressent réalité, rien, en fait. ouais, sa réalité doit s'imposer aux autres. C'est-à-dire que elle peut pas être dans le juste milieu quand elle, son spectre d'émotions. Enfin, allez, on va oser un terme, même si des fois, j'espère ne pas l'utiliser soit de manière galvaudée, soit de mauvaise manière. Mais elle a un côté, ce qu'on appelle les neuroatypiques, quoi. Elle a son fonctionnement, elle est dans son Mhm. truc, qui peut avoir des tendances limite sociopathiques, comme tu disais tout à l'heure, par aspect, mais c'est très difficile pour elle de se dire ah bah tiens en fait émotionnellement ou dans l'empathie ça peut fonctionner comme ça. Il faut tout pour Mhm. aller au résultat et c'est une version sans ça. Tu le disais plus tôt, je trouve que tu as tout à fait raison qu'elle se rapproche énormément du Captain Holt à ce niveau-là. Mais enfin, moi je trouve que le traitement des personnages est assez nuancé pour qu'on les retrouve pas tant que ça. Mm. Euh, comment je pourrais dire, qu'on fasse pas un amalgame entre Ouais, leurs deux personnages. C'est-à-dire que là où le capitaine Holt a ce côté un peu froid parce que finalement il a jamais été habitué à ressentir quelque chose. En fait, elle, Rosa, s'est blindée par la vie par les événements de la vie en fait qui ont fait que elle a compris qu'il fallait de rien oui, ressentir. Alors que le c'est vrai. capitaine Holt, en fait, lui, il tisse finalement plus facilement des liens avec les gens parce que il a ce côté je ne comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. Mm. Ah, mais finalement, c'est intéressant. Peut-être que je vais m'approprier un petit peu la manière dont vous fonctionnez en société. Alors que Rosa, c'est plutôt mais pourquoi vous faites ça? Et genre, juste ça reste là, elle va pas forcément chercher à. En fait, elle va se distancier plus facilement des Oui, choses que lui va être plus dans l'incompréhension et au final, il est assez curieux pour aller voir plus loin, quoi. c'est ça, on vous en dit pas plus, mais en tout cas, ce qui est très fort dans cette série, c'est que c'est toujours distillé et lâché de temps à autre, et on comprend aussi pourquoi ils sont comme ça. Notamment, très souvent, je rentrerai pas, je le fais en plaisir coupable, mais côté de la famille de Rosa, parce que c'est en termes de guests, vous verrez en temps Ouais. voulu, mais du côté de sa famille, on comprend pourquoi elle fonctionne comme ça et pourquoi pour Holt c'est plus procédurier. On le sait et c'est tout à fait cohérent en fait quand on réalise ce qui a été leur éducation, etc. etc. Et l'autre distinguo, et ça me permettra juste avant qu'on passe, parce que je crois qu'il restera plus que le cas Linetti, hein, si je compte bien, à Ouais. évoquer. Non, il y Et a aussi. Putain, il y a Amy. ah, il y a Amy. Bah voilà, bah Ouais. c'est intéressant que je l'ai oublié, j'en dirai un peu plus. Merci beaucoup pour le follow, Miniatsal. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, mince. Oui, c'est que toutes les dimensions, en fait, représentation, genrée, ethnique, etc., et j'en passe, sont toujours amenées de manière très subtile. Ça, on l'a pas dit au début, ça se voit quand même assez vite quand vous voyez le casting en photo. Mais
mais je trouve que là où Netflix a beaucoup fait sa marque de fabrique dans le côté LGBTQI+, en termes de, comme ça, on va dire, arc-en-ciel de représentation, je trouve que c'est la première série arrivée sur le catalogue Netflix en tout cas, à vraiment faire ça sans que ça soit vraiment imposé. Genre, tu vois, il faut qu'il y ait des C'est représentations pas un comme ça. faire-valoir, quoi. Voilà. C'est surtout ça, c'est pas un truc, le monde change, il faut que tu changes avec. Voilà, pour moi, les deux séries qui ont été un tournant dans des registres différents, c'est celle-là et c'est Sense8. Mais Sense8, c'est dans un autre registre, évidemment. Mais voilà, je ferme Ah, la moi, parenthèse. j'aurais bien mis Orange is the New Black dans le lot, en fait. Ah, j'ai pas Parce que suivi, j'ai pas ça dépassé la traite première énormément de saison. Oui, sexualité, mais oui, finalement sans... comment dire? Enfin, en fait, là où moi je place le mot faire valoir, c'est plutôt parce qu'il y a des séries qui sont, voilà, qui sont militantes. ouais, Effectivement, Orange is the New Black est plus militante, ouais. mais en même temps, c'est plus, voilà, c'est un état de fait. Et on ne va pas en discuter pendant 107 ans C'est ça, de savoir pourquoi tu as choisi ce genre-là, même s'il y a oui, des personnages qui sont très, notamment qui est transgenre, enfin en tout cas ouais, qui a fini normalement sa transition. c'est ça, ouais. Voilà, c'est un peu plus revendicateur, mais ça a été quand même l'une des premières séries à parler de ça Oui, oui, sans que ce soit le sujet principal, tu vois. ouais. Et là, c'est là où ça s'en rapproche aussi, je trouve. À la différence que les personnages d'Orange is the New Black, même si c'est Captain Obvious, et si vous avez vraiment pas du tout entendu parler, ce serait étonnant, sont contraintes, contrairement à la série Brooklyn Nine-Nine, parce qu'elles vivent en tôle dans Orange is the New Oui, Black. C'est la grosse différence aussi dans tout ce que dans tout ce que tu viens de dire, c'est vrai. Mais c'est vraiment intéressant que je trouve comme, effectivement comme parallèle. Donc, effectivement, on en arrive au personnage de Amy. Que j'ai oublié parce que bah, le personnage, c'est un signe que le personnage marche très bien. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un peu Madame Tout le Monde au point où on ne la repère pas, parce qu'elle a une difficulté, non pas à s'affirmer, c'est-à-dire elle s'affirme par son boulot, par sa réussite, à être irréprochable. Quelque part, on va dire de ce côté-là, elle est comme Rosa, mais le côté sociopathique en moins, quoique. Quand tu regardes ses classeurs et son rangement, les deux sont un peu ouais, castratrices, mais pas pour les mêmes raisons, non, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a c'est une ça. qui veut être dans le contrôle parce que ça la rassure, et il y en a une Voilà. autre qui est juste, c'est genre, c'est un état de fait, c'est comme ça, quoi. Rosa, tu marches ou tu crèves, quoi. C'est C'est pas, exactement. c'est pas plus compliqué, quoi. Et justement, en ça, elles sont assez complémentaires à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus? Je te laisse, si tu veux, prendre le relais sur Bah, Amy. en fait, moi, Amy, c'est un personnage que j'avais. Alors, pareil, hein, assez neutre dès le début. En Ouais, fait, c'est pas un personnage qui te rebute, pas. Elle est un peu irritante parce que forcément, une madame la première de la vertu, classe première, ouais, c'est ça. voilà, qui veut toujours se faire remarquer dans le bon sens en léchant les bottes si possible. Mais c'est un personnage aussi enfin, personnellement, me touche, moi, vis-à-vis de mon histoire personnelle, parce que c'est justement le personnage un peu Madame Je sais tout, et c'est un Hmm, peu pour ça que les gens la rejettent au début. oui. Et au final, c'est un peu comme si ce personnage-là avait aussi toute son utilité, et on lui reconnaît cette utilité-là au fur et à mesure, et c'est ça qui est aussi chouette, c'est de pas avoir un personnage sur lequel on joue juste sur ses failles, juste pour se moquer, mais on peut aussi en faire une force, quoi. Et c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des personnages. Mais chez ce personnage-là, je trouve ça plutôt attachant parce que justement, elle est, malgré tout le contrôle qu'elle va avoir, elle est très pataude en fait. Hmm. Et du coup, ça la rend mignonne, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais Oui, 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 elle est touchante, et puis ça- aussi dans ce que tu dis, c'est peut-être celle qui apprend le plus dans la série. Moi, je trouve que c'est un des personnages, si ce n'est le personnage qui évolue le plus. c'est Moi, difficile à dire perso, hein. Parce ouais, que ouais, je trouve qu'ils évoluent tous tellement bien. Je saurais te dire lesquels je trouve évoluent le moins. Mais par contre, on dirait qu'on parle de Pokémon. ouais, c'est clair.
Mais, Rosa évolue en Rosa. allez. Mais c'est vrai que je sais pas. Bon, de toute façon, après, ce que je dis, c'est absurde. Parce qu'en réalité, la qualité de la série, c'est que tout le monde va formuler la même phrase que moi, mais en mettant le nom d'un autre personnage. Et c'est ça qui est Oui, génial. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elle, quand même, il y a une dimension où elle revient de loin. Alors, bon, j'en dis pas plus, que j'ai vraiment envie de pas gâcher la chose, même si ça devient assez vite évident, mais elle évolue aussi beaucoup pour une autre raison de l'intrigue et de son intrigue à elle principale que je vous laisserai découvrir. Juste le temps effectivement de savoir si tu voulais ajouter des choses, je mets une petite illustration assez rigolote que j'ai trouvée qui t'emboîtera le pas, je pense, sur ce que tu as dit juste avant, qui est fameuse classification dont vous avez peut-être l'habitude dans les jeux de rôle et ailleurs, vous avez les différents personnages, et où effectivement. ça me permet aussi de vous introduire, mais on en reparlera vraiment en tout dernier, Hitchcock et Scully, qui sont en True Neutral et Chaotic Evil, voilà. Mais sinon, globalement, je trouve que ça correspond assez bien Ça, comme ça, classement. Voilà. c'est clair. Ouais, du coup, oui, non, c'est vraiment celle qui essaye de toujours bien faire les choses Ouais. et finalement, en fait, c'est peut-être le personnage qui est le moins. Ah non, remarque, Terry est plutôt équilibré finalement, même si voilà, son rôle de père lui joue des tours, on va dire. Hmm. Finalement, c'est peut-être le personnage qui semble le plus facilement abordable, quoi. C'est-à-dire, c'est elle C'est qui ça. comprend très rapidement comment elle Ouais, ouais. fonctionne et voilà, c'est un personnage qui est Hmm. plutôt sympathique d'emblée, quoi. Oui. Mais par contre, il y a un autre personnage qui est beaucoup moins sympathique d'emblée Attention, et on devait y arriver. dont on a parlé tout à l'heure. Yes. Et l'avis qui a été émis, j'étais plutôt assez d'accord avec. C'est Gabora, je crois, ouais. Ouais. le personnage de Gina, Gina euh, Linetti, tout en bas, en neutral tout en evil. bas au milieu. Ouais, Ouais. voilà. Gina Linetti, d'origine italienne de sa personne, n'est-ce pas? Oui. Avec ce côté très extravagant, très imbu de sa personne, et qui du coup, en fait, dès le début, est vraiment ultra sarcastique avec tout le monde. Mais il y a les personnages sarcastiques et il y a le personnage où vraiment t'as envie de lui foutre des tartes au début, Ouais. quoi. Enfin, genre. Elle aide vraiment pas, quoi. Ouais. Ouais, après, c'est pas forcément méchant, c'est pas en mode tu la détestes, mais il y Non, a non, des moments où t'es là. ouais, j'ai mis une petite Bon, illustration qui vous donne un peu un ordre d'idée de ce qu'on veut dire dans ce côté qui peut être très antipathique et en même temps, sa drôlerie fait que ça sauve toujours un peu le truc, quoi. ouais, et encore là, je trouve que c'est plutôt gentil, quoi. Oui, C'est vrai oui. que, par exemple, vis-à-vis de Charles, je Oh la là trouve, mais là. affreuse, quoi. Affreuse. Et en même temps, tu peux pas ne pas t'empêcher d'esquisser un sourire, mais Ouais. t'es là, genre, ah ouais, ah oui, quand même. Enfin, genre, dans la vraie vie, le mec, il serait parti en dépression pour moins que ça, quoi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et Et on du parlait coup, de ouais, harcèlement, justement, c'est intéressant parce qu'il ouais, y a une forme de elle est évidente. banalisation, mais heureusement Mm. l'écriture est suffisamment intelligente parce que on retrouve toujours chez les personnages une manière de se compléter ou sans que ça soit évidemment en mode cliché sitcomesque de s'excuser d'une manière ou d'une autre, mais sans jamais tout à fait lâcher le personnage qui est le leur, quoi. Donc c'est ouais, c'est vrai qu'elle elle est particulière. Non, elle est pas facile. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment le personnage le plus difficile à aborder dans la série, quoi. C'est-à-dire que il y a des gens hein, qui accrochent tout de suite, ça, je dis pas le contraire. Mais en même temps, c'est aussi un personnage qui en fait beaucoup, quoi. Ouais. Enfin, comme Jake, par exemple, certains vont le trouver horripilant. Gina, elle est un peu dans ce même pattern-là, quoi. C'est-à-dire que elle va toujours en faire trop. Mais en même temps, au fur et à mesure, c'est ce qui fait aussi sa personnalité et c'est ce qui fait que tu vas la trouver drôle au fur et à mesure. Je dirais pas forcément attachante. C'est Ouais, pas un c'est... personnage qui est attachant pour moi, Non. mais c'est un personnage que, comment je pourrais dire, c'est le genre de personnage en fait que t'es content de retrouver comme un gimmick, quoi. C'est-à-dire C'est ça. que Mais vraiment t'as, que comme un gimmick. Je crois que c'est voilà, un des c'est ça. un des rares personnages que Mm. tu voudrais pas voir s'incarner dans ta vie de tous les jours.
Parce Non, qu'il y a un côté trop clairement pas. bombe à retardement, et elle est... alors j'en dis pas plus, mais dans les saisons où on en est, il y a vraiment des éléments où elle est vraiment profondément inquiétante, hein. Même si J'ai pas c'est... entendu, ça a coupé un petit Non, peu je dans la disais, série. pardon, il y a des moments où elle est vraiment, dans les dernières saisons en date, où elle est vraiment profondément inquiétante. Ah oui, oui, c'est clair. Voilà. Donc, Bah, elle est très instable en fait. C'est ce qui définit le personnage aussi, quoi. C'est-à-dire que elle a ce côté un peu. En même temps, tu sais que tu vas pas t'ennuyer avec elle, c'est et en ça. même temps, tu te demandes à quel moment, bah, comme tu dis, c'est une bombe à retardement, à quel moment ça va te péter entre les Ouais, doigts, parce que à un moment, elle va être cool, mais tu sais pas si dans 10 minutes, elle va pas te retourner le cerveau ouais. pour te faire des conneries, quoi, tu vois. C'est- Et effectivement, elle est très difficile à cerner finalement. Et c'est pareil, c'est un des personnages qui, et c'est là où je voulais revenir à ce que je disais Ouais. dans l'évolution des personnages, et bah finalement, je dirais que c'est presque le personnage qui a le plus évolué au fur et à mesure de la série. Ah, comme quoi. Dans le sens, et, bah, un de ceux en tout cas, à mes yeux, qui a le plus Hmm. évolué parce que, comme je disais, elle est tellement antipathique dès le début qu'en fait, les changements qui s'opèrent en elle sont hyper flagrants, quoi. Oui. C'est-à-dire que tu peux pas ne pas les remarquer, quoi. C'est-à-dire que c'est finalement peut-être un peu moins subtil que les autres, mais du coup, tu fais, ah ouais, bon, finalement, ça va, c'est pas trop une connasse. Enfin, c'est pas tant une connasse. Et t'as presque envie, finalement, de lui donner une chance, quoi. Mais j'avoue, c'est vraiment le personnage qui me posait plus de problèmes au Ouais. début, quoi. Et pourtant, elle me faisait rire. Mais j'avais pas envie de l'aimer, tu vois. Bah, c'est ça le Je la truc, trouvais ouais. tellement odieuse vis-à-vis de Charles que j'étais, ah, Mais vis-à-vis de tout le monde, en vas-y. réalité, c'est vrai que Charles, c'est son défouloir numéro Ah un, ouais, mais numéro vis-à-vis de un. tout le monde, elle est complètement, vraiment, ouais. C'est bon. Je pense qu'on aura fait, on aura fait bah, le tour du On a fait casting un gros et tour, là. peut-être pas évidemment de la série, parce qu'il y a toujours énormément de choses à dire en termes de richesse. Est-ce que tu verrais d'autres choses que tu voudrais peut-être dire sur la série? On est en train de remotiver doucement mais sûrement Gabora à reprendre la série. Donc déjà, On a peut-être notre, convaincu. voilà. Oui. Mais non, enfin, au final, on a fait à peu près le tour de ce dont Ouais. on disait tout à l'heure, quoi. Sur l'évolution des personnages, je pense que c'est une série qui s'illustre vraiment très très bien de ce point de vue-là, sur l'écriture des personnages. Je sais que, comme on disait au début, ça fait partie des séries qui justement ne donnent pas tout à manger dès le début, Hmm. et ce qui fait qu'il faut parfois un petit peu s'accrocher, peut-être 4 5 épisodes Hmm. avant de véritablement s'attacher à la série et à Ouais. son fonctionnement. Ce qui est Et devenu on en rare en parlait tous les réalité. deux. C'est devenu Voilà, c'est assez pour rare. ça. Ouais. Mm. Alors qu'à l'inverse, moi je trouve qu'il y a aussi des séries qui vont vraiment taper très fort très vite, mais qui vont pas tenir la distance. Moi j'entends beaucoup parler de. J'ai pas commencé à regarder personnellement, mais j'entends beaucoup parler du l'effet soufflé de Casa de Papel, même si on n'est pas dans un registre comique. Qui. Ah. Peut-être que tu vas pouvoir compléter, c'est parfait. Non? Ah, mais je ne supporte pas cette série. Bon bah voilà. Je supporte pas cette série. Mais même pas dans l'effet soufflé, en fait, c'est que De base, c'est pas possible quoi. de base, l'écriture Enfin, moi, je trouve Ça que c'est marche pas. surjoué. Ouais. C'est surjoué. Pour moi, déjà, de base, c'est surjoué. Et en plus, dans l'écriture du scénario, euh, il y a tellement de redondance. En fait, c'est là où justement ce que tu peux t'octroyer dans une série comique, d'avoir des systèmes qui reviennent avec le même genre d'histoire que tu peux un petit peu retravailler différemment, mais qui Hmm. finalement suit une logique à peu près équivalente. Dans ce genre de série, ce n'est pas possible de répéter à ce point ce qui se passe dans les saisons, de l'une à l'autre, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la saison 1, c'est ce qui se passe dans la saison 2, mais c'est dans un autre endroit. Ce qui se passe dans la saison 3 est certainement ce qui doit se passer aussi dans la saison 4. En fait, c'est genre, on est tellement dans la répétition que, arrivé même déjà à la fin de la saison 1, je me suis dit,
comprends pas l'intérêt. Et puis je me suis dit, je vais quand même regarder la saison 2, tu vois, histoire de me faire un vrai avis. Et j'ai regardé la saison 2, j'ai fait, mais pourquoi Non, j'ai même pas fini d'ailleurs, et j'ai regardé, j'ai fait, ok, c'est bon, c'est la même chose, j'arrête quoi. Pourquoi D'accord. perdre son temps parce que tu regardes la même chose? Je crois que Gabora, vous étiez très en phase, a très bien résumé ton avis. Il dit, donc pour moi, Casa de Papel, c'est une comédie. C'est tellement ridicule, ça te prend tellement pour un abruti. C'est quelque chose où rien ne tient debout. Ah, rien. D'accord. Bon, bah écoutez, on va justement passer à autre chose. Ouais, donc on a à peu près dit aussi tout à l'heure qu'au niveau des représentations genrées, ethniques et compagnie, alors c'est très drôle, encore une fois, j'ai une autre scène qui me vient à l'esprit. Il y a toujours cette préoccupation qui est toujours, quand je dis bienveillante, je précise toujours d'ailleurs quand je fais des lives, bienveillant veut pas forcément dire consensuel ou condescendant, hein, c'est-à-dire que ou complaisant, j'allais dire voilà, complaisant, complaisant, ouais. c'est peut-être plus le mot que je cherchais. Et par exemple, il y a un épisode où Jake, alors c'est anecdotique donc je vais permettre de vous expliquer, il porte un t-shirt en fait avec des motifs plus ou moins se rapprochant de la culture africaine, et pendant tout l'épisode il est en mode ouais mon truc il est trop cool, enfin il le dit pas mais intérieurement s'il l'a acheté c'est qu'il se dit ça, et pendant tout l'épisode il demande de manière comme un gosse quoi, est-ce que mon t-shirt est culturellement offensant? donc t'as vraiment le truc jusqu'à la fin de l'épisode où il y a un de ses collègues flics qui est noir mais qui fait pas partie de l'ensemble de l'équipe qu'on vous a présenté, lui fait oui effectivement ça l'est, mais alors qu'en réalité en plus non, en fait c'est quand tu vois son t-shirt c'est simplement des motifs, c'est même pas de la réappropriation culturelle quoi, c'est un t-shirt avec quelques motifs un peu comme ça africains que je trouve pas personnellement, mais le mec est tellement touchant dans son écriture et dans cette obsession là que ça devient génialement drôle quoi. Enfin voilà. Non, c'est clair. Non, mais il y a toujours. Enfin, en fait, c'est la subtilité de la série, c'est ce qui fait quand même sa force, quoi. Ouais. Et on en parlait l'autre fois tous les deux, mais dans ce côté justement un peu caricatural, en fait, on en vient à trouver que c'est pas tant caricatural que ça, même quand ça l'est, en fait. Ouais. C'est que c'est subtilement dosé pour qu'on n'ait pas vraiment l'impression de tourner en ridicule des caractérisations d'orientation sexuelle ou d'appropriation culturelle comme tu le disais, ou voilà, on reste quand même dans quelque chose de respectueux malgré tout, même si on peut tourner un petit peu ça parfois en dérision, mais plus vis-à-vis finalement de ceux qui respectent pas que de prendre appui sur ces choses-là, quoi. Ouais, complètement. Non, c'est très bien résumé. Ça m'a perturbé pendant tout le live. Je viens juste de revérifier. Alors, excusez du peu. Hein, donc, André Brouwer, donc qui joue Captain Holt. Je viens d'avoir la réponse, entre autres, au-delà de son talent de base. Il a été diplômé de l'université de Stanford en théâtre. Donc, ah, d'accord. Voilà. Et il a suivi. Donc, pour ceux qui connaissent pas la Juilliard School, qui est une très très grosse école également de dramaturgie, enfin théâtrale, etc. Donc voilà, je pense que je répète, au-delà de son talent, bien entendu, ça peut aider. Peut-être aussi un dernier rappel sur le gros de l'équipe. On a parlé de Dan Gour, donc qui a à son effectif des trucs comme Parks and Recreation, qui a beaucoup bossé aussi sur les late night avec Conan O'Brien. Donc c'est quelqu'un qui niveau rythme, niveau travail d'écriture connaît les choses. Michael Schur évidemment dont Lucie vous a parlé tout à l'heure, et je le rappelle pour les fans de The Office, qui joue Mose, le cousin de Dwight à l'écran aussi, qui est un personnage fabuleux, créateur, donc qui a co-créé Parks and Recreation et The Good Place, en plus de Master of None et Brooklyn Nine-Nine. Donc le type est très prolifique. Et également donc David Miner, qui a bossé sur 30 Rocks, Parks and Recreation aussi, donc c'est vraiment une petite famille, hein. Master of None également, et Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est une série que j'aime beaucoup, que j'affectionne aussi beaucoup dans un autre délire. Et enfin donc un duo qui est Phil Anderson Lord et Christopher Robert Miller,
qui ont bossé. Alors, c'est peut-être ceux qui sont pas à côté, mais je serais pas étonné que ce soit ceux qui apportent le plus de références ce qu'on appelle, pas culture pop, mais on va dire de la génération woke, on va dire. Toutes les références comme ça un peu niche, parce que ils ont commencé à bosser chez DreamWorks sur, comment ça s'appelle en français, pluie de boulettes de viande ou un truc comme ça. Oui, Voilà. oui, ouais. Sur le film Lego, sur le film 21 et 22 Jump Street, et c'est également eux qui sont les producteurs du Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc c'est vraiment des gars qui ont aussi beaucoup bossé dans l'animation également, donc ça m'étonnerait pas qu'ils injectent beaucoup le côté goofy des mecs comme Jake Peralta ou d'autres, ou Terry, ou des trucs, des situations un peu comme ça cartoonesques, voilà. Donc très très belle alchimie, sachant qu'on a régulièrement des participations, parce que ça reste un petit monde dans beaucoup de comédies, et qu'on se serre les coudes. Beaucoup de gens, des anciens du SNL, anciens ou actuels du Saturday Night Live, qui passent dans des épisodes. Il y a notamment une actrice, son nom m'échappe, mais qui joue un personnage, qui joue la sœur d'un des personnages, je vais rester très vague, qui vient le voir à New York, voilà, et qui est extraordinaire. Voilà, j'en dis pas plus, mais la famille dans Brooklyn Nine-Nine, c'est quelque chose, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, T'aimerais pas la voir, quoi. Tu te dis, bon, finalement, ça va, la mienne. Ça dépend lesquels. Je pense que le pire, c'est... y a le père d'un certain personnage, reste encore très vague. Enfin, il y a deux pères. Hein. Non, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais faire des spoils. En fait, tu peux pas dire sans dire. Voilà. On a fait un joli tour. Ah oui, bah oui, évidemment, Yeti qui nous parle du personnage de Titus Andromedon. Je sais pas si tu as vu Unbreakable Kimmy Schmidt, Lucie. Non, je l'ai pas vu. Bah, c'est pareil, ça fait partie des séries qui m'intéressaient bien. Ouais. Honnêtement, non. T'as pas réussi. Je connais très vaguement, mais j'ai pas regardé. Ouais. Juste pour faire plaisir à Yeti, je dirais Pinot Noir. Voilà, donc il comprendra, et les fans de Kimmy Schmidt aussi. Et Gabora qui nous dit, Andy Samberg, oui, évidemment, il faut rappeler les choses importantes, est un chanteur émérite dans son groupe Lonely Island. Lonely Island, c'est un peu, vous m'arrêtez si je dis des conneries dans le chat, hein, c'est un peu le successeur, c'est le fils spirituel de, comment il s'appelle, de Weird Al Yankovic, je pense. Dans le côté parodique, dans le côté chanson un peu excentrique. Voilà, c'est eux qui ont fait notamment Dick in a Box au Saturday Night Live, qui ont fait la Boombox, je sais pas si tu l'as vu aussi, qui est formidable, avec Julian Casablancas des Strokes. Vraiment, cherche Boombox Lonely Island, avec la vidéo qui va bien, tu vas te claquer des barres, je pense, après l'émission. Voilà, on a fait un beau tour, ma foi. Dans le chat, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Lucie, peut-être tu voulais préciser quelque chose sur la série, autre chose, ce que tu veux. Je pense qu'il faut pas trop en dire, mais vraiment, encore une fois, ça reste en tout cas, personnellement, en termes de série comique, ça faisait très 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 longtemps que j'étais pas tombée sur une série comique qui m'a autant accrochée, quoi. Pareil. Et c'est vrai que, voilà, comme on disait au début, certains personnages sont un peu durs à prendre, mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher plus d'une saison, on va dire, parce que, bon, voilà, c'est comme tout, hein, il faut aussi un peu le temps de maturer certaines choses, quoi. Comme dans la vie. Il faut des fois un petit peu prendre du risque dans certaines relations pour se dire que... Donc voilà, c'est sur cette la palissade, ce lieu commun. Sauf si intervention... Plus de philosophie de comptoir, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Voilà, nous allons monter une chaîne alternative d'ailleurs. Ce live était une excuse pour en faire la promotion. D'ailleurs, la prochaine fois, on part sur The Good Place pour de la philosophie de comptoir. Faudra que je commence à regarder. Mais banco, pourquoi pas. Rendez-vous est pris, mais t'es évidemment la bienvenue quand tu veux, Lucie. Merci à toi. Dans le chat, on vous laisse encore quelques petites secondes si vous souhaitez intervenir. Juste vous rappeler, comme d'habitude, pour ceux qui regarderont en différé,
que pour toutes les infos, vous passez par même si vous êtes en différé, donc sur YouTube, en retrouvant la vidéo, vous passez sur le chat donc de Death Podcast, twitch.tv/DeathPodcast, et vous faites point d'exclamation DZP, et vous aurez, comme je vais le faire, magie, toutes les infos qu'il vous faut, là où il faut, de comment se connecter, ou nous récupérer en podcast, en vidéo, en stream, il y a tout, c'est incroyable. Et puis sinon, vous avez tous les copains avec un petit point d'exclamation Poto, P-O-T-O. Vous avez tous les liens qu'il vous faut avec plein de gens qui ont des chaînes sympas, notamment au hasard Cactuceratops qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir, et qui a, je pense qu'on peut l'annoncer en plus officiellement, on fera des billets officiels, cher Cactuceratops, cher Fanny, mais donc son projet lancé il y a quelques temps dans ce temps en ces moments de confinement, donc qu'elle a lancé, qui est la pause ludo-musicale, qui sont des analyses de musique de jeux vidéo, et qui sont à chaque fois des thèmes très chillax, donc très détente. Donc en plus de vous détendre sur du bon son, vous apprendrez plein de choses, parce que la plupart des gens qui ont participé sont quand même plutôt calés, voire musicologues ou professionnels dans le domaine du son. Et la joie que je peux vous dire en plus, c'est que Fanny m'a fait suffisamment confiance pour que je puisse héberger ces émissions sur Death Podcast, donc vous retrouverez ça pareil sur les mêmes flux RSS et un RSS dédié, mais bon voilà. Allez voir Cactuceratops, vous aurez toutes les infos, et honneur et gloire et force à elle pour tout ce travail-là. Elle signe aussi des super articles sur Gamecult sous son identité civile, Fanny Rébillard. Voilà, son site aussi est bien fourni. Mais je m'arrête là parce qu'à chaque fois, je suis un peu comme Charles en fait. Je suis sans le côté cringe en moins. J'arrive plus à m'arrêter. Ouais, non, franchement, t'as vraiment de la marge avant d'arriver à ce... j'ai pas le côté cringe, je pense. C'est mon avantage, sauf si un jour on me fait la remarque, mais je changerai mon fusil d'épaule. Gabora, on va terminer avec lui qui nous dit, après l'échange d'hier sur l'humour et les comédiens, je me dois de recommander Talking Funny, une discussion passionnante entre 4 monstres de l'humour anglo-saxon, Louis C.K., Jerry Seinfeld, Chris Rock et Ricky Gervais. Rien que ça va. Ça va. Et ouais, c'est tout. Je m'attendais à plus, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Sarah Silverman, ça aurait été parfait. Je pense pas que c'est Gabora qui va me contredire là-dessus. Et puis ça aurait fait une meuf, mais bon, c'est pas grave, c'est un petit skeud en passant. Écoutez, on va aller voir ça, Gabora, avec plaisir. Merci à vous d'être là tous les soirs, d'être là nombreux, et d'être là surtout de participer. Et on vous dit à bientôt, prenez soin de vous, et puis pour moi, demain 19h, et pour Lucie, c'est open quand tu veux. Ciao! Une prochaine. Salut!